Donc on a choisi aujourd'hui de vous inviter. Je vais vous demander, donc évidemment, Guillaume Lecointre, donc, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, Benoît Grison, Christine Dabonneville et Éric Busteau. Donc je vais vous demander juste de vous présenter rapidement. Je préfère que ce soit vous qui le fassiez, parce que voilà. Je suis directeur de recherche émérite au CNRS et je travaille à l'École normale supérieure. Et je suis un paléontologue de vertébrés qui travaille surtout en ce moment sur les oiseaux fossiles après avoir fait pas mal d'autres groupes. Et donc je contribue à Espèce depuis plusieurs années maintenant, régulièrement avec une chronique d'histoire des sciences. Mais je précise que je ne suis pas un historien des sciences. Je suis un paléontologue qui s'intéresse à l'histoire des sciences. Je n'ai pas une formation d'historien, ce qui fait sans doute une certaine différence. Voilà donc pour l'essentiel en ce qui me concerne. Bon, donc, comme l'a précisé Cécile, moi je suis une simple enseignante, bon, quand même enseignante agrégée au départ de sciences naturelles, mais qui ensuite a été transformée en sciences de la vie et de la terre. Donc je suis évidemment une passionnée de la nature. Et j'ai aussi eu envie de transmettre cette passion d'abord à mes élèves. Et puis j'ai aussi essayé de transmettre cet amour de la nature, aussi bien actuel que passé, de mon amour de comprendre l'évolution, de montrer les relations vraiment étroites, incroyables, les liens entre les êtres vivants. Et donc, comme c'est en particulier la botanique qui me plaît, pas uniquement. J'ai ensuite participé à la revue du monde végétal qu'on appelle la Garance voyageuse. J'ai été rédactrice en chef de cette revue de 2006 à 2012. Et ensuite, je me suis accrochée à Espèce presque quand la revue a démarré. Ce qui me permet de ne pas uniquement parler de botanique, mais de ce qui me plaît aussi, donc tous les autres domaines, zoologie, paléontologie, géologie, enfin bref. Au départ, j'ai trouvé qu'à Espèce, il manquait un petit peu quand même de botanique, donc je tiens la rubrique « Quoi de neuf chez les plantes ?» Mais j'ai aussi le plaisir de pouvoir écrire des articles sur d'autres sujets que la botanique. Et ça me fait un plaisir fou. J'espère que vous aussi, ça vous plaît de lire Espèce. Voilà. Merci Christine. Donc Benoît Grison, moi je suis chercheur en sciences cognitives, je m'intéresse à la cognition animale et humaine, également sociologue des sciences, donc je m'intéresse à la diffusion des savoirs scientifiques dans la société, aux problèmes culture, société et savoir scientifique. Et à la base, j'ai une formation de naturaliste, j'ai fait des études de sciences naturelles. Et puis, j'ai toujours eu effectivement une attraction forte pour la vulgarisation ou la transmission des savoirs scientifiques, comme on disait prudemment, comme disait Cécile, il y a quelques décennies. Et ça continue, quand ça nous tient, et comme le disait Christine, c'est une passion. Et puis, je pense, en tant que sociologue des sciences, c'est très important d'essayer de faire ces liens entre le citoyen dit de base, et je n'aime pas du tout cette expression qui est condescendante, et puis les milieux scientifiques. Guillaume Lecointre, professeur du Muséum national d'histoire naturelle. Je suis zoologiste, systématicien, c'est la science des classifications. Alors on dit couramment, d'une manière un peu péjorative, que chez les naturalistes, il y a les naturalistes de terrain et les naturalistes de salon. Moi, je suis naturaliste de salon. C'est-à-dire qu'en fait, je pérore sur la cohérence avec laquelle nous regardons la nature. Voilà. Non, j'ai fait un peu de terrain, je vous rassure, mais bon. Disons que mon expérience personnelle par rapport à Espèce, elle remonte à loin. C'est que quand j'étais étudiant, j'étais ravi qu'il existe en kiosque à journaux une revue d'histoire naturelle qui, à l'époque, s'appelait Vivant. Et elle n'a pas tenu longtemps. Elle a tenu peut-être 6 ou 7 ans, je ne me souviens plus très bien. Et elle a été remplacée par des magazines de photos où on montrait un beau cerf mâle en pleine page. Et la légende de la photo, c'était « Ah, qu'il est beau le cerf, que les bois du cerf sont grands ». Et on était passé d'une revue, entre guillemets, naturaliste de compréhension de la nature à une revue naturaliste de contemplation.
Et il y a une dissociation entre les deux. Et ce que je trouve formidable dans la proposition de Cécile, que j'avais reçue il y a 10 ans maintenant, et à laquelle j'ai adhéré tout de suite, c'est de faire une revue dont on se délecte, c'est-à-dire qui donne à contempler, bien sûr, mais surtout qui donne à comprendre. Et je ne sais pas, Cécile, tu nous diras si c'est moi qui emmerde le plus le monde parmi le cercle des relecteurs, mais je suis impitoyable parce que j'ai envie d'émerveiller, bien sûr, mais pour donner à comprendre. Et c'est un petit peu, moi, mon mode d'action, ce qui me motive dans Espèce, c'est qu'on arrive, on en reparlera tout à l'heure, c'est qu'on arrive à parler de la nature sans trahir la science qui fait comprendre la nature. Voilà. Non, je ne sais pas encore à qui je vais décerner le titre de relecteur le plus pénible. Mais j'avoue que tu es quand même sur les rangs. En fait, moi j'ai une formation d'archéologue, enfin j'ai fait des vagues études d'archéologie, donc je n'avais pas du tout conscience, et j'avais, je pense, les idées reçues, parce que je pense on va commencer par ce sujet, sur l'évolution. C'est-à-dire que j'avais une idée très très vague de la façon dont, alors évidemment je ne suis pas créationniste ni religieux fondamentaliste, donc j'y croyais sans vraiment savoir ce que c'était en fait finalement. Et bon, effectivement, Guillaume, tu appuies beaucoup sur... Enfin, on est obligé... Je me souviens d'une fois que j'avais fait un très beau chapeau pour un article en disant « Le cloporte a choisi de vivre dans le désert ». Et là, je me suis fait allumer. Et effectivement, mais parce qu'en fait, c'est vraiment des ressorts journalistiques. Alors là, l'évolution, on a vraiment un problème, c'est-à-dire que tout va à l'encontre des ressorts habituels des journalistes. C'est-à-dire que je pourrais dire la Seine a choisi de faire des circonvolutions jusqu'à la mer, etc. Personne ne penserait que la Seine a une intention d'avoir choisi. Mais si je dis le club, en fait, finalement, il y a effectivement... Donc là, c'est vraiment... L'évolution, c'est vraiment... il faut tenir compte, mais je pense que tout le monde sera d'accord, il faut tenir compte vraiment du public auquel on s'adresse. Effectivement, dans le milieu de la recherche, on peut utiliser vertébrés. tout le monde sait que... Voilà, mais... Donc là, c'est vraiment ton rôle... mais c'est pas à moi de parler, Guillaume. Dis-moi quels sont vraiment les points qui te semblent plus... Dans quel domaine? Parce que dans quel moment il ne faut absolument pas encourager les idées reçues? Et quelles sont ces idées reçues d'une manière générale sur l'évolution? C'est vrai que j'essaie de... Enfin, c'est pas un effort que je fais, c'est spontané en fait, de porter à très haut la fidélité qu'il peut y avoir entre montrer la nature et l'expliquer, mais de manière conforme à la façon dont les sciences l'expliquent. Je parle là des êtres vivants, non pas dans ce qu'ils font, mais dans ce qu'ils sont et dans le discours qui consiste à comprendre d'où ils viennent. Nous sommes des êtres intentionnés, nous anticipons nos actions, nous sommes des êtres de volonté, et toute notre grammaire est forgée de cette manière-là. Le problème, quand on parle de la nature, c'est qu'il faut montrer des choses en fonctionnement, il faut montrer des êtres en fonctionnement, des êtres dans leur partage, dans leurs origines, en ayant un vocabulaire dont les phrases comportent, c'est pas un vocabulaire, c'est une grammaire dans laquelle les phrases sont constituées d'un sujet, d'un verbe, d'un complément, et elles sont à la voix active la plupart du temps. Et tu cites ce ressort journalistique que tu avais utilisé à propos du cloporte qui s'emparait fièrement de son destin évolutif. En fait, évidemment que c'est très clair que c'est un ressort pédagogique. Mais justement, est-ce que le ressort pédagogique, où s'arrête le ressort pédagogique lorsqu'il suscite chez le lecteur un réflexe psychologique dont on sait que naturellement il va le transposer sur la nature? Nous transposons en permanence nos intentions sur la nature. Nous transposons dans les propriétés de l'observateur sur l'observé. Ça, c'est un biais cognitif très courant. Croire que ce que l'on observe porte en lui-même le raisonnement qu'on lui applique. Quand on dit la nature est parcimonieuse, typiquement, la parcimonie, c'est l'économie d'hypothèses. Celui qui fait des hypothèses, c'est l'observateur. Donc, en effet, ce n'est pas la nature qui est parcimonieuse, c'est l'observateur. Ça va loin. En dehors des sciences, c'est un discours qui est très courant. Les théologiens vont vous dire que la nature est rationnelle. Ça donne à réfléchir. Bon, je vous laisse déduire la suite de ce que peut être la suite chez un théologien.
c'est souvent comme ça. Donc l'effort intellectuel, je crois que si on veut porter haut l'ambition d'espèce, c'est aussi de tenter au mieux que possible, je ne dis pas qu'on le fasse parfaitement, tenter de trouver les phrases ou les tournures de phrases les meilleures possibles, de manière à ne pas donner à ceux qu'on observe les propriétés de l'observateur. C'est pas facile, il faut retourner les phrases parfois. Parfois, il faut juste retirer un mot. Par exemple, il suffit juste de retirer le mot stratégie. J'emmerde tout le monde avec ça, je le sais. Donc, quand je vois stratégie dans un article, je dis non, les espèces, elles n'ont pas de stratégie. Je sais, c'est un mot consacré dans le domaine des généticiens des populations. Je sais, mais quand on parle à un public, on s'aperçoit qu'on peut très vite faire une phrase sans parler de stratégie. Et simplement, les chercheurs ne s'y entraînent pas eux-mêmes. Et donc, quand je dis porter haut l'ambition d'espèce, c'est aussi porter haut, inciter mes collègues, mes collatéraux, à porter haut leur devoir de vulgarisation. Comment arriver à se départir des métaphores qui pourtant sont usuelles dans le métier, dont on sait très bien quoi penser? Comment réussir à écrire le public en se débarrassant de ces métaphores? Ce n'est pas prendre le public pour bête, hein, ce que je dis. Hein. Je sais, pour avoir bourlingué dans ce domaine-là pas mal, qu'il y a une liste de métaphores assez longue dont très vite on se rend plus compte des dégâts qu'elles peuvent faire. Même si on sait que le public d'espèces, c'est un public éduqué. Voilà, je pourrais peut-être pas en dire plus long. Mais... Si je peux dire aussi sur ce sujet, moi qui tiens et j'aime en particulier la botanique et donc les plantes, et je pense que Marc-André Sellos va être d'accord avec moi quand je dis j'essaye de montrer aussi que les plantes sont des êtres vivants totalement différents de nous, des animaux, alors que dans certains journaux ou certains livres, on parle de l'intelligence des plantes. Or, les plantes n'ont pas de neurones, elles ne peuvent pas donc avoir une intelligence comme nous ou les animaux. Donc, c'est vrai qu'il est important dans la revue Espèces de montrer que les êtres vivants ont leurs particularités et il ne faut pas utiliser l'anthropomorphisme pour parler des autres. Les autres ont leurs propres caractéristiques et ça n'est pas le reflet de nous. Voilà. Là, j'ai utilisé un terme que j'ai vu utilisé par Marc-André, le reflet. Intervenir, oui, et surtout pas zoomorphisme concernant les plantes, c'est pas un bon service à rendre, y compris aux excellentes recherches de physiologie végétale qui montrent qu'il y a des tissus qui mémorisent des stimuli ou des choses comme ça. Mais c'est le problème de la métaphore aussi, et des projections cognitives qu'on peut faire, qu'évoquait très bien Guillaume, et je pense que oui, en vulgarisation, c'est peut-être la gymnastique la plus difficile. On sait bien, et c'est pour ça qu'on est vulgarisateur, que le public est intelligent, ce n'est pas la question. Mais si on commence à miner le discours avec des métaphores qu'on trouve très didactiques et qui finalement donnent une vision distordue de ce que sont tout un tas de champs, la biologie du comportement, les neurosciences, pour pas des choses que je connais mieux, ou la biologie de l'évolution, ou la botanique, eh bien, on se tire une balle dans le pied en tant que vulgarisateur. Et puis, ce qui est fascinant, malheureusement, cognitivement, dans ces métaphores, c'est qu'elles donnent l'impression de comprendre très vite. Et en fait, ça distord notre perception. Donc, après, c'est pas facile. Si on revient à notre travail au sein d'Espèces, c'est un collègue qui contribue assez régulièrement à Espèces qui me disait « j'ai plus de mal », et je pense que c'est pas une exagération, c'est pas une hyperbole, j'ai plus de mal à faire un article pour Espèces qu'un article technique à un certain niveau, parce qu'il y a vraiment un travail sur le discours, les stratégies discursives, comme diraient les linguistes, pour faire passer les contenus, une fois de plus, sans les adultérer. Et ça, c'est tout le problème. Qu'il y a des relecteurs à Espèces qui permettent de changer la façon dont on a voulu expliquer. Bravo aux relecteurs d'Espèces.
J'interviens juste, je ne vais pas le faire trop souvent parce qu'évidemment ça me démangera souvent, mais juste là un petit peu pour taquiner Guillaume et Benoît sur le sujet de l'intentionnalité voilà, prêtée aux autres êtres vivants. Néanmoins, on sait très bien que nous sommes une espèce Homo sapiens qui résultons d'un grand processus d'évolution. Donc cette histoire d'intentionnalité ne nous est pas arrivée comme ça par une espèce de flamme divine, quelque chose. Donc il y a sans doute des espèces qui ont quelque chose de l'ordre d'une intentionnalité. Donc comment est-ce qu'on fait pour se débrouiller avec tout ça, monsieur spécialiste en sciences cognitives? Oui, non, mais tu as raison de poser cette question piège. Je n'avais pas voulu ouvrir la boîte de Pandore. Si on est évolutionniste, et donc s'il y a une évolution de la cognition, le problème est de savoir à quel moment on peut parler d'intentionnalité, sachant qu'un problème que tu connais par cœur en tant qu'éthologue et féru d'éthologie cognitive, c'est que on ne peut pas être dans la tête et ni même dans la perception donc, du système nerveux de l'animal, et donc savoir quand il y a des prémices d'une intentionnalité qui ressembleraient un peu à la nôtre, et encore en parlant comme ça, je nous désignerai comme un aboutissement qu'on n'est pas, c'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème de psychologie évolutionniste. Simplement, je pense que quand il n'y a pas de preuves, effectivement, dans la littérature et dans les recherches expérimentales, les recherches empiriques, d'intentionnalité, là, oui, il peut y avoir cette stratégie du chercheur, l'économie d'hypothèse, qui n'est pas dans la nature, de dire, pour l'instant, on ne peut pas avancer avec bien étayer une hypothèse d'intentionnalité. Mais il y a une histoire naturelle de l'intentionnalité, on est bien d'accord. Hein. Franz de Waal, pour ça, a bien vulgarisé la chose. Et pour continuer, parce que c'est complémentaire, c'est que je dis c'est un gré de niveau. Quand on raconte des traits d'histoire de vie d'individus en train de décrits dans leur comportement, je ne serais pas choqué que pour certaines des espèces, il y ait intentionnalité. Par contre, ce sur quoi je suis attentif, c'est quand on donne une intentionnalité au lignage, ce qui n'est pas la même chose du tout. C'est-à-dire que si on parle d'évolution, ce n'est pas une question vraiment d'individu, c'est surtout une question de lignage en fait. Et quand le lignage se retrouve en train d'être maître de son destin et de faire comme s'il pouvait se réunir en train de conquérir une niche écologique qui tout à coup est devenue vacante, allons-y, c'est la stratégie. Là, évidemment, le glissement, alors pas dans espèce, hein, parce qu'on y veille, mais dans pas mal d'autres discours qu'on peut rencontrer ici ou là, le glissement, il est fréquent. Il tient au piège des phrases. Par exemple, si je dis « le cloporte », est-ce que je parle de ce cloporte-là ou est-ce que je parle du cloporte en tant qu'espèce? Et là, je parle du lignage. Déjà, rien qu'avec le singulier porté sur un nom de taxon vernaculaire, parce que si je donnais le nom latin du cloporte, il s'agirait du lignage, clairement. Mais souvent, c'est même seulement le nom vernaculaire. Et donc, un enfant qui lit ou même un adulte ne sait pas à quel niveau on se place. Est-ce qu'on se place au niveau de l'individu ou est-ce qu'on se place au niveau de son lignage? Et comme le lecteur, et surtout lorsqu'il est jeune, s'identifie à l'acteur qui est commenté, c'est l'individu qui est transposé sur la lecture de la phrase. C'est ainsi que parfois les enfants pensent que l'évolution, c'est juste le morphing, comme on dit en anglais, c'est-à-dire la transformation individuelle physique de l'individu d'un poisson en amphibien et d'un amphibien en reptile, etc. La confusion des niveaux. Et voilà, donc c'est pour citer quelques-unes des difficultés qu'on peut avoir, mais sinon pour l'intentionnalité des individus, j'ai pas trop de problème avec. Tu as écrit un très important ouvrage qui s'appelle Le guide critique de l'évolution, justement pour aider les enseignants. Je parle parce que je fais aussi son expérience à Christine, donc ça prouve quand même que c'est extrêmement compliqué. Justement, tu fais une espèce de classification sur la façon dont les élèves perçoivent, et tu m'en as parlé aussi, Christine, ces phénomènes. Donc il y a plusieurs niveaux en fait de mauvaise compréhension. C'est le moment de faire le casting de la salle. Parce que l'éditeur du Guide critique de l'évolution, il est là. Stéphane Frey, lève-toi Stéphane. Voilà. Et un gros boulot d'équipe, là aussi, on est 4, et plus Stéphane, 5, parce qu'il a beaucoup apporté au guide. Alors, c'est pour dire qu'en fait, on prépare la 2e édition pour le 1er novembre, et qu'en effet, ce guide critique, il a été fait avec 3 enseignants, dans le but de fournir au début, on voulait que ce soit un bêtisier de l'évolution,
Et puis l'éditeur nous a dit bêtisier, ça se fait pas, on n'intitule pas un livre un bêtisier. Donc c'est assez péjoratif. Donc on en a fait un guide, mais où on a pris comme suggéré des idées reçues, on les a décortiquées et on propose au public comment, en quelque sorte, passer outre la difficulté de la métaphore dont il s'agit. Donc ce sont des clés pour les enseignants. En effet, plus des dossiers thématiques, auxquels d'ailleurs ont participé Gérard Guillot, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui écrit dans Espèce également. Bonjour à Gérard, s'il nous voit de loin. D'une part, et d'autre part, la deuxième personne dans la salle, c'est Samba Sissoko. Samba, tu peux te montrer. Samba qui... Alors, comme je le cite parce que c'est vraiment dans la continuité de ce qu'on est en train de dire, Samba a préparé, non pas sous forme de livre, mais sous forme d'application sur la toile, des moyens numériques de comprendre l'évolution. Par exemple, le passage qu'il y a entre le discours à l'échelle individuelle et le discours apporté à l'échelle collective sur la lignée, quand on parle de l'interprétation d'un phénomène naturel, Samba a créé des outils numériques, des simulateurs en ligne, pour comprendre directement qu'est-ce qui se passe à l'échelle de la population quand un phénomène se passe. Alors, il y a un module sur la dérive, il y a un module sur la sélection naturelle, il y a le module vertébré pour faire de l'anatomie comparée des vertébrés. C'est un autre module. Il y a une fresque temporelle révisée. Samba, tu prendras la parole quand tu le voudras, mais il y a eu de la publicité dans Espèce. Le peu de publicité qu'il y a, je suis content, ça a été aussi pour l'Aetoli Production. Voilà. Et donc, oui, alors, on est dans Espèce, on promeut, en effet, les efforts que peuvent faire tel ou tel chercheur avec le corps enseignant pour aider le corps enseignant à parler on va dire correctement d'évolution. C'est pas facile de parler correctement d'évolution, en vrai. Les pièges sont nombreux. Peut-être que, Christine, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Non. Je voulais parler justement des élèves, la façon dont ils voient l'évolution. Ça fait deux ans maintenant presque que je suis à la retraite, mais quand j'essayais de montrer que nous sommes proches parents des singes, et en particulier des chimpanzés, des bonobos, mais j'avais encore des élèves qui me disaient « Mais madame, c'est pas possible, ce que vous nous dites, ça peut pas avoir existé, c'est pas possible. » De même que j'ai souvent entendu dire que l'homme descend du singe, comme on trouve encore beaucoup dans certaines revues de vulgarisation, si on peut dire. Enfin, donc, c'est vrai que la notion d'évolution, il faut trouver les moyens de faire passer cette idée, comment y arriver. Moi, l'évolution, c'est aussi quelque chose qui me passionne, et en particulier l'évolution de l'homme. Et quand on se rend compte que c'est ce que j'ai découvert récemment, que notre propre histoire, en fait, est liée à la coévolution que nous avons eue avec les chiens qu'on a domestiqués en tout premier. Je suis en train d'écrire un article pour Espèce là-dessus. C'est passionnant. Ça montre que notre existence, notre évolution est totalement liée à celle des autres êtres vivants. Voilà. Donc, transmettre cette passion. Alors maintenant, peut-être qu'on peut aborder cette question, c'est comment faire, c'est-à-dire c'est comment faire un bon travail de journaliste pour attirer l'attention des jeunes, des gens, etc. Donc effectivement, c'est un des points, parce que c'est vrai que Eric, qui insiste bien sur le fait qu'il n'est pas historien, à ce côté, voilà. Je crois que pour toi, vraiment, aborder par l'histoire, c'est aussi aborder les choses d'une façon donc, historique, donc beaucoup plus accessible. Oui, dans la mesure où il m'a semblé que
pour des lecteurs qui ne sont pas très familiers des sciences ou des concepts scientifiques, les y amener par le biais de l'histoire qui est pour pas mal de gens sont plus accessible, ou qui paraît plus accessible, et une certaine différence d'ailleurs, ça peut être un moyen de faire prendre conscience de certains problèmes scientifiques. Alors d'autre part, je me suis aperçu assez tôt de par mon intérêt pour l'histoire des sciences, qu'il y avait très souvent, y compris chez mes chers collègues, une espèce d'ignorance parfois abyssale de l'histoire des sciences, ou une très mauvaise compréhension, hein, des concepts extrêmement simplistes sur l'histoire des sciences naturelles, puisque c'est ce qui m'intéresse, et qu'il y avait un travail important à faire pour essayer d'y remédier, enfin, dans la mesure de nos moyens. Alors ça se marque un peu à tous les niveaux, à toutes les échelles de temps. Donc, ça peut être de l'histoire très immédiate. Il y a quelque chose qui m'amuse, enfin je ne sais pas si ça m'amuse vraiment, mais enfin si quand même, c'est quand un journaliste, à peu près tous les 6 mois, m'appelle en me disant « Ah, vous avez vu, on a trouvé le plus grand dinosaure qui ait jamais existé ». Alors je dis « Oui, il y a 6 mois, vous m'avez déjà appelé pour la même question, pour un autre dinosaure qui était également le plus grand dinosaure jamais découvert. Vous vous souvenez pas qu'il y a 6 mois déjà, les Argentins, mais ils sont très forts pour ça, les Argentins, ont trouvé le plus grand dinosaure qu'on ait jamais trouvé. » Et je leur dis « Mais c'est pas intéressant en soi, le plus grand dinosaure qui ait jamais existé. » Ça peut être intéressant de comprendre les problèmes de biomécanique qui sont liés à sa taille, mais en soi, le plus grand dinosaure qui ait jamais existé, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Alors, ils sont stupéfaits la plupart du temps. Mais ça montre qu'il y a, même à l'échelle de quelques mois, il y a un oubli qui se fait à toute vitesse. C'est un peu étonnant, disons. Oui, mais parce que ça, c'est... Ouais. Il y a eu des inondations à Nîmes il y a 3 jours et des journalistes qui disaient on n'a encore jamais vu ça. Alors je suis désolée, moi qui suis nîmoise depuis plus de 30 ans, je sais parfaitement que les épisodes cévenols, les inondations, elles ont lieu assez régulièrement, tous les 4-5 ans. Donc attention à ce que disent les journalistes. Mais Christine, l'amnésie des médias, c'est une chose. D'ailleurs, c'est un grand obstacle à la vulgarisation scientifique, parce que parfois, on a l'impression de vider la mer avec une petite cuillère, sans être du tout mégalo, mais parce qu'on a déjà transmis là-dessus, il faut y revenir et revenir, c'est d'accord. Mais je rebondis aussi sur ce que dit Eric, c'est-à-dire l'intérêt de l'histoire des sciences en vulgarisation, c'est qu'on peut, en montrant comment se sont construits des concepts scientifiques complexes, eh bien, les faire mieux comprendre. Et puis aussi humaniser la science, montrer que, bah oui, on parlait de biais cognitifs, les scientifiques parfois peuvent tomber dans des biais cognitifs ou idéologiques, que la science est un long processus et que on ne détient jamais la vérité absolue, même si on tend vers l'objectivité, hein, parce qu'on a quand même des méthodes d'objectivation. Et ça, pour ça, l'histoire des sciences, c'est parfait. Et ça, sans sombrer dans l'anecdotique. Mais on peut prendre des focus et montrer comment tel chercheur a été complètement abusé par son idéologie dans la façon de poser un problème, ou comment tel autre chercheur a construit quelque chose qui nous apparaît rétrospectivement un modèle théorique aberrant, mais qui pour l'époque était le plus adéquat pour rendre compte des données encore très partielles qu'on avait. Mais alors, la grande difficulté qui se pose alors, c'est d'essayer de ne pas juger à l'aune de nos connaissances actuelles ce qui a pu être affirmé dans le passé. Et ça, c'est pas facile. Beaucoup de scientifiques et d'historiens des sciences, d'ailleurs, se sont laissés prendre à ce piège, qui en fait est de l'anachronisme. J'ai lu récemment un livre de Michel Pastoureau, qui est un membre d'ailleurs du comité de parrainage d'espèces, sur les bestiaires médiévaux, qui est un livre excellent, et où il y a une petite phrase que je vais citer pour ne pas la déformer, où il dit « Nos savoirs actuels ne sont pas des vérités, mais seulement des étapes dans l'histoire des connaissances ». Et il continue en disant « Dans quelques siècles, les successeurs des scientifiques d'aujourd'hui souriront de ce que nous affirmons à l'heure actuelle, comme nous-mêmes sourions de ce qui a pu être affirmé au XIXe siècle. » Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument garder en mémoire, parce que si on s'amuse à apporter des jugements a posteriori sur ce qui a été dit ou écrit par nos prédécesseurs d'il y a 1, 2 ou 3 siècles, on ne fait plus de l'histoire. Je ne sais pas ce qu'on fait, on fait une espèce de procès en révision qui n'a pas beaucoup d'intérêt ou de sens. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire du relativisme à tout craint, hein. Et là, je renverrai
un excellent article que Guillaume avait publié il y a quelques temps dans Espèce, où il y avait qui était résumé par un dessin d'Arnaud, où on voyait un musée d'histoire naturelle avec toutes les versions possibles du monde, depuis le monde qui est sur le dos d'une tortue, et puis tout à fait au sous-sol, il y avait la science, quoi. Et ça illustrait les risques d'un relativisme excessif. Mais il n'en reste pas moins que quand on essaie de faire de l'histoire des sciences, il faut essayer de ne pas trop juger à la mesure de nos connaissances actuelles qui sont appelées à se modifier, ce qui a pu être écrit dans le passé. Oui, puis ça évite de tomber justement, puisqu'on parle de vulgarisation cet après-midi, dans une erreur de vulgarisation qui est fondamentale, c'est-à-dire de créer une histoire des sciences à la base de méchants qui nous servent de repoussoir et de gentils. Et puis oublier simplement le syndrome du nain sur l'épaule des géants. Ça, c'est une métaphore qui remonte au Moyen-Âge, aux logiciens à l'école de Chartres. C'est-à-dire, si on peut éventuellement rire de certains errements de nos prédécesseurs, y compris idéologiques en sciences, c'est grâce à eux. C'est grâce à ce qu'ils ont produit comme connaissance et ce qu'ils ont permis, malgré eux, comme progrès scientifique. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Après, le relativisme, oui, c'est aussi un truc difficile à faire comprendre quand on montre que la vérité scientifique est provisoire, que le progrès scientifique est sinueux. Souvent, les gens disent « Ah bon, alors finalement, rien n'est solide, rien ne vaut pour longtemps dans les théories scientifiques. » Ben non, bien sûr que non. Il est évident qu'on ne retournera pas à la physique d'Aristote ou on ne reviendra pas fixiste en biologie, fort heureusement. Mais par contre, c'est toujours une vérité rectifiable, corrigeable. Après c'est vrai que ça dépend aussi, les disciplines sont assez différentes, quoi. C'est-à-dire qu'en moins, tu fais la paléontologie et l'archéologie, où les données changent la donne du jour au lendemain, parce qu'on tombe sur un site, etc. Bon, après, j'ai mon amie Elisabeth qui est physicienne. Je pense que les acquis sont un peu plus... enfin, sont pas remis en cause toutes les 4 matins, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi une différence entre les disciplines, quoi. Il y a quand même, finalement, il y a quand même des choses qui s'approchent on s'approche de la vérité, même si il faut se souvenir qu'elle est possiblement réfutable, mais bon, petit à petit, quand même, la construction se fait. Enfin, je suis peut-être naïve, mais il y a quand même des choses qu'on sait. Rassurez-moi. Non, mais bien sûr, mais il y a une distinction qu'utilise, je vais le citer, c'est pas de moi, mais c'est une distinction que fait Étienne Klein entre la science et la recherche. C'est-à-dire que les savoirs stabilisés sur lesquels aujourd'hui personne ne perdrait trop de temps à essayer de les retester une énième fois, ça serait de la science acquise, qu'on pourrait appeler de la connaissance constituée. Et puis ce qu'il appelle la recherche, justement, il s'agit de l'activité de controverse sur des affirmations qui ont besoin encore d'être stabilisées. Quoi qu'il en soit, la profondeur du temps en science, ça ne doit pas être un problème, parce qu'il me semble, moi, que d'un point de vue pédagogique, à des jeunes comme des adultes, il suffit de leur expliquer que ce qu'on pose sur la table à un moment donné, c'est ce qu'on a de mieux pour le moment. C'est ce qu'on appelle la fiabilité, et que finalement, on sait bien que c'était différent hier, on sait c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à aller retourner chercher hier, c'est ce qu'il y a de mieux pour aujourd'hui. Et quand on dit que c'est fiable, ça veut dire que demain, ça peut changer. Donc il y a une inscription, la science en tant que bien public, on doit la comprendre dans son inscription dans le temps présent. C'est le bien public d'aujourd'hui, ce n'était pas celui d'il y a 100 ans, ce n'est pas celui qui sera dans 100 ans. Ouais. Et tu crois que cette idée, elle est facile à faire passer, le fait, parce qu'il y a comme une attitude, alors je parle vraiment du grand public vis-à-vis des sciences, où d'un côté on leur reproche d'être très dogmatiques, comme si elles imposaient des vérités, une idée qui traîne, et d'un autre côté ils ont aussi, enfin on l'a vu avec la crise du Covid, avec le suivi de la recherche en train de se faire, où il y avait une incompréhension totale du fait que les gens n'étaient pas d'accord, les chercheurs n'étaient pas d'accord entre eux, alors que c'est déconstitutif de la science, quoi. Oui, ça, tout à fait. C'est étonnant de voir à quel point une partie du public, y compris une partie de la presse aussi, est avide de certitude. Et que le discours scientifique devrait se composer uniquement de certitude. Et quand on explique qu'il y a des débats, ça plonge parfois dans la stupéfaction. Il n'y a pas d'autre mot.
Quoi, la science, il y a des débats en science. C'est un peu à ça que ça se résume. Comment c'est possible? Alors là, évidemment, il y a du boulot, disons. Ouais, bien en plus là, avec effectivement, quand il s'agit de santé publique, hein, où les gens sont directement impliqués, où il y a les peurs qui s'installent en plus. Là, les gens, oui, c'est vrai, il y a une espèce de peur. Il faut des certitudes et en même temps, on va reprocher aussi à la science d'être un peu dogmatique, mais elle a une vérité qu'il n'est pas possible de remettre en cause. Mais moi, je pense que les extraterrestres et que la Terre est plate. Et pourquoi la science me dit le contraire? Donc, donc c'est vraiment ça, moi, ces aspects. Est-ce qu'on peut arriver à faire passer en vulgarisation scientifique, justement, que la science est une démarche collective, qu'elle est faite de débats qui aboutissent à des consensus, sans qu'on imagine que le grand public imagine qu'il y a une parole scientifique, une indivisible. Mais je pense qu'il y a un effet retard dans les représentations sociales de la science lié au XIXe siècle. La fin du XIXe siècle, bon, c'était le règne d'une certaine idéologie scientiste, pas chez tous les auteurs, et un certain nombre de scientifiques ivres des progrès énormes qui avaient été faits entre les années 1800 et les années 1890, présentaient un petit peu la science comme une alternative à la certitude religieuse. Bon. Et cette représentation de la science, parce qu'on sait bien que les représentations sociales ont une certaine inertie, est restée pas mal dans le grand public. Et souvent, on sent, quand on fait des conférences, une certaine déception quand on dit ça, on ne sait pas, ou ça, il y a des grosses discussions contradictoires entre chercheurs du domaine, etc. Et ces représentations-là, elles sont partagées par tellement de monde que vous voyez même des gens très éduqués, très sophistiqués, par exemple dans le champ de la philosophie, qui vous disent parfois, moi j'en ai rencontré, ce qui est bien avec vous en science, c'est le domaine de la certitude. Non, il n'y a pas moins certain que les choses en science, sauf bien sûr des vérités stabilisées. Oui, là, je suis tout à fait d'accord. Concernant justement l'évolution de l'homme en particulier, moi quand j'enseignais ça à mes élèves, je leur disais, bon, actuellement, avec ce qu'on a pu trouver comme reste de nos ancêtres, on peut dire telle chose. Mais comme tout ce qui concerne la paléontologie, on ne peut jamais être sûr de ce que l'on dit. Donc peut-être que ce que je vous enseigne aujourd'hui sera modifié avec de nouvelles données. Il faut que effectivement les élèves sachent que ça n'est pas une certitude que l'on leur apporte, qu'il peut y avoir des changements avec de nouvelles données quand ce sont des informations, des bribes d'informations que l'on a concernant le passé, absolument. Donc la difficulté, c'est comment on fait passer cette information. C'était la conservatrice du musée de Totavel, je crois, qui avait fait une reconstitution de Néandertal. Et 10 ans après, il y a des gens qui venaient régulièrement. 10 ans après, il y a le même coup qui revient. Donc ils ont un peu revu. Néandertal a quand même bien évolué, entre guillemets. Ils étaient outrés qu'on leur ait menti il y a 10 ans, quoi. C'est-à-dire la science leur a dit un truc qui n'était pas vrai. Et c'est vrai, hein. Là, c'est le problème aussi de la vulgarisation, de tout ce qui est reconstitution, enfin, en tout cas en archéologie, ça je l'ai vu, notamment, oui, et puis la paléontologie, etc. Donc les images, elles marquent les gens très longtemps. Et elle est obligée à prendre des décisions sur des aspects qu'on ne connaît pas, quoi. Et bon, on ne peut pas faire de. Donc oui, il y a ce truc, mais comment la faire passer cet aspect d'évolution continue de la science, du débat, etc. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser les gens à ça? Justement, le fait de parler un peu d'histoire des sciences, ça y contribue. Parce que ça montre que la science, c'est pas un bloc monolithique et immuable, c'est quelque chose qui a changé, qui a évolué et qui continue à le faire. Donc c'est un des aspects aussi intéressants de l'approche. Oui. Juste une petite chose à rajouter, c'est que faire comprendre la dynamique des sciences, leur dynamique d'évolution aux différentes disciplines scientifiques, c'est sans doute une des choses les plus difficiles en vulgarisation, un des grands enjeux. Et on le voit bien quand on est confronté à la montée des intégrismes religieux, parce que les intégristes religieux adoreraient avoir une vision ultra-relativiste de la science en disant « Regardez, tout bouge tout le temps, c'est donc la preuve que c'est n'importe quoi ». Bon, donc là, il y a vraiment un enjeu de vulgarisation. Pour répondre directement à ta question, Cécile, en remplaçant dans la tête du public auquel on s'adresse, ce dont tu parlais tout à l'heure, remplacer le mot vérité par le mot fiabilité.
C'est-à-dire que, encore une fois, le mot fiabilité, elle incorpore en toile de fond la notion de bien public. On peut s'y fier. Pour le moment, c'est ce qu'on a de mieux. Mais demain, soyez avertis que demain, ça peut changer. Et peut-être que s'ils s'y habituent à cette idée, dans 10 ans, ils ne seront pas choqués de voir un Néandertal différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et tu crois que Homo sapiens, avec son cerveau, il va arriver à trouver génial l'incertitude, parce que c'est un peu le problème de fond, quoi. Enfin, on n'aime pas ça, quoi. Foncièrement, on aime les vérités. Donc c'est pour ça, et d'ailleurs, que l'évolution est tellement difficile à vulgariser. Je pense c'est que tout change tout le temps, comme la science, et on aime la stabilité. Enfin, en tant que. Oui, mais là, il n'y a pas que dans espèce. Faire de la vulgarisation scientifique, c'est entraîner le lecteur ou l'auditeur ou l'internaute. Enfin, c'est entraîner autrui à raisonner contre son cerveau. Ça, c'est assez bien connu. Il y a plein de biais cognitifs avec lesquels on aime bien se rassurer, mais le but des sciences, c'est pas de rassurer les gens, en effet. C'est pas non plus de leur plaire. C'est collectivement, en tout cas pour ce qui est de la recherche, c'est d'expliquer rationnellement et collectivement le monde réel. À Espèce, nous, notre boulot, c'est de faire comprendre ce qu'on en comprend rationnellement et collectivement. Mais cette fois-ci, en cherchant aussi à faire plaisir, parce qu'il y a du plaisir à lire Espèce. Oui, mais ça, on en parlera avec le côté humoristique qui est effectivement très important pour nous, quoi. Mais non, mais alors je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir dans le public sur Donc je voulais revenir sur cette histoire de biais cognitif. C'est vrai que il y a quelque chose en évolution qui m'intéresse particulièrement, c'est comment réconcilier un discours qui est linéaire, il y a un début et une fin, avec une évolution qui est toujours ramifiée et où on va parler il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, quoi. Et on aime bien ce côté polarisé, en plus quand on raconte des histoires, le bien, le mal, le primitif, l'archaïque et puis l'évolué. Et ça, c'est un biais énorme. À chaque fois qu'on parle d'évolution, on doit toujours passer par des ramifications, par des contournements qui complexifient beaucoup le discours, quoi. Et donc je ne sais pas si parmi les lecteurs, les rédacteurs, il y a des gens qui ont des solutions là-dessus. Concilier le linéaire du récit avec le ramifié de l'évolution. Merci. Notre vie d'individu, elle est vécue et comprise comme une série de relations de cause à effet. On vit notre vie comme ça. D'ailleurs, nous anticipons nos actes et nous prenons des décisions en vertu des effets que ces actes pourront avoir. On est vraiment câblé comme ça, quoi. Et la difficulté de l'historien, mais aussi du naturaliste, les deux, parce que c'est quelque chose qui est difficile aussi pour l'historien, c'est d'arriver à raconter ce qu'on a pu reconstituer rétrospectivement de ce qui s'est passé dans le passé, mais la démarche intellectuelle, elle est rétrospective, c'est le dérouler presque le temps du présent vers le passé, pour arriver à rendre intelligibles quelques-unes des relations de cause à effet qu'on n'a pas pu toutes mettre en évidence, mais seulement dont on a pu éclairer seulement certaines. Donc, utiliser une démarche rétrospective d'enquête pour ne reconstituer qu'un récit tout mité, en fait, bourré de trous, mais dans lequel on va essayer de se raconter un récit parce qu'on a besoin de récits. Alors, il y a un livre, une fois, qui a essayé de répondre aux défis que vous citez. C'est le livre de Dawkins qui s'appelle, alors, la traduction, c'est La grande histoire du vivant, je crois. Mais ce livre, il se propose de raconter l'histoire du vivant à l'envers, c'est-à-dire qu'il commence par l'humain, donc on est plutôt content, et puis il agrège les plus proches cousins de l'humain, puis les un peu moins proches cousins, puis les un peu moins proches cousins, et en fait, il remonte les ancêtres communs, mais à rebours, c'est-à-dire qu'il finit le livre avec l'origine de la vie. Et ce faisant, il fait de la vulgarisation... il fait de la vulgarisation audacieuse, j'ai envie de dire, parce qu'il montre comment on peut raconter un récit avec la démarche du chercheur qui est rétrospective. Alors que la plupart des livres qui parlent de l'histoire du vivant, ils vont faire un récit qui nous est familier, c'est-à-dire du passé vers le présent. Je n'ai pas retrouvé de livre qui fasse cela explicitement, sauf quelques chapitres qu'on a fait avec Marc Zieberstein dans certains des livres aux éditions matériologiques. C'est la minute de pub. Marc, tu peux te lever. On a aussi dans la salle les éditions matériologiques, puisqu'on parlait de la vulgarisation scientifique et de l'accoutumance des publics à une démarche épistémologique. C'est vraiment l'ambition haute de ces éditions.
que de mettre de l'épistémologie pour le public en langue française, dans toutes les sciences, pas seulement en histoire naturelle, mais dans toutes les sciences. Et de la philosophie des sciences également. Et de l'histoire des sciences également. Bref. Mais on a fait, dans un des livres qui s'appelle Les mondes darwiniens, on a traité de cette question du récit en profondeur dans un texte en français. Les éditions matériologiques, c'est vous trouvez une rigueur et une exigence de recherche qu'on trouve d'habitude dans les journaux spécialisés internationaux, donc de langue anglophone, mais cette fois-ci transposée en langue française. C'est-à-dire qu'en fait, on donne à lire au public francophone la substantifique moelle de la réflexion épistémologique des chercheurs sur une discipline donnée. Dans ce cadre-là, on a en effet publié quelque chose sur le récit où on a pointé la difficulté que vous citez. Il devrait être possible de raconter une histoire à l'envers, mais ce n'est pas facile à lire pour le public. Voilà. Ou alors raconter une histoire en racontant comment on a réussi à la raconter. Finalement, les gamins dans les collèges et les lycées, ils se passionnent pour des séries policières. Bon, ça ne les embête pas de voir un raisonnement, un commissaire de police qui, trouvant des faisceaux de présomption ici et maintenant, reconstitue le scénario du meurtre sans jamais de l'avoir vu. Et au bout du compte, il va y avoir un récit du meurtre, alors qu'on a montré dans le film que la démarche rétrospective qui consiste à mettre en lumière différentes étapes partielles du meurtre permet quand même de raconter une histoire. On voit le commissaire marcher à rebours pour finir par une histoire qui est dans le sens des relations de cause à effet. Dans l'histoire du vivant, on devrait pouvoir faire pareil. Donc Paula Bruzon du Grain Île-de-France, donc réseau d'éducation à l'environnement. Ma question concernait ce qui a été évoqué tout à l'heure sur les certitudes et par rapport aux élèves dans le milieu scolaire. C'est qu'en fait, ils ont peut-être aussi l'impression de devoir apprendre des certitudes, de devoir restituer des certitudes. Et même s'il y a eu des efforts très importants depuis des années sur les programmes scolaires pour apprendre la méthode expérimentale, pour pouvoir vraiment apprendre plus la méthode expérimentale plus que les certitudes qu'on doit retourner aux enseignants, il y a peut-être encore un ancrage fort sur l'apprentissage des connaissances, plus que sur l'apprentissage de la méthode que les élèves parfois se sentent perdus à appliquer. Ils la connaissent, ou en tout cas on leur demande de la connaître, mais en tout cas ils n'ont pas l'application parfois ils n'ont pas l'application pour s'en rendre compte qu'il n'y a pas des certitudes absolues. Oui, moi je pense que c'est justement un des buts de la vulgarisation, c'est d'apporter les bases des connaissances pour que tout un chacun puisse comprendre ce qui se passe et éventuellement avoir un esprit critique vis-à-vis des informations qui sont diffusées. Quand on voit maintenant l'importance que prend Internet et les réseaux, il faut éviter justement que n'importe qui puisse croire ce qui est les informations qui passent dans ces réseaux et donc puisse se rendre compte que ce qui est dit n'est pas forcément exact. Donc c'est la vulgarisation, à mon avis, un des enjeux de la vulgarisation scientifique, c'est que chacun ait les bases des connaissances pour avoir un esprit critique vis-à-vis des informations que l'on lui donne. Et il serait bien aussi que les gouvernements, tous ceux qui gouvernent les pays par le monde aient des bases scientifiques pour pouvoir... Dans le même ordre d'idée, je voudrais ajouter, je suis d'accord avec tout ce qu'ont dit mes collègues, bien sûr, je suis biologiste et philosophe personnellement. Oui, Charles Japouillet, pardon. Il faut, pour tout ce que vous évoquez, ça suppose quand même un contenu social, un environnement social qui a une base d'esprit critique. Ça vaut pour l'Europe occidentale. Et on peut effectivement, dans ces conditions-là, dire que la science va contribuer à accroître ces esprits critiques ou non. Il n'y a pas beaucoup de courants obscurantistes autour de nous. Il y en a quelques-uns, que je nommerai pas. Mais il y a des régions du monde où c'est pas comme ça.
le Middle West américain, le Moyen-Orient, etc., on aura beaucoup de mal à faire passer ces idées. Donc il faut quand même se réjouir du fait que l'environnement social et philosophique de l'Europe occidentale nous permet d'accéder à des données scientifiques. Pour en dire autant une bonne partie de l'Extrême-Orient actuellement. Je veux dire, qui est tout à fait comparable à l'Europe occidentale en termes d'ouverture aux questions scientifiques. Même si on est très loin de la période positiviste européenne dont parlait Benoît il y a quelque temps, avec ses défauts, mais voilà, on en est loin. Donc, je voulais déjà apporter juste le titre du livre de Richard Dawkins. Donc, je me présente, Pierre Kerner, maître de conférence à l'Université de Paris. C'était « Il était une fois nos ancêtres » et en anglais « The Ancestor's Tale ». Donc, il dit c'est un pèlerinage vers le début de la vie. Donc, c'est ça le titre. Et sinon, je reviens à cette idée des métaphores. Et notamment, on a discuté des termes qui sont souvent employés comme la stratégie, comme la volonté, les tactiques que peut avoir le vivant. Et je me demandais, parce qu'il y en a pour lesquels, en effet, pour vérité, on va utiliser fiabilité, pour un autre terme, on va essayer de troquer par, non pas un synonyme, mais quelque chose qui s'approche d'une notion qui soit plus robuste. Est-ce qu'il y a des notions, comme moi je vois le titre de la revue qui s'appelle Espèce, qui sont retors à la vulgarisation, où on ne peut pas le faire sans faire un paragraphe, voire un chapitre entier pour pouvoir ensuite passer à autre chose? C'est la notion d'espèce qui... Cette notion parmi d'autres, est-ce que vous avez des exemples justement de notions qui sont véritablement quasi impossibles à vulgariser sans devoir utiliser beaucoup beaucoup de vulgarisation avant de passer à autre chose? Si c'est pour parler de l'espèce, si on dit qu'une espèce correspond à une population où les individus sont tous, peuvent tous se reproduire et avoir des individus fertiles qui peuvent aussi se reproduire et qui ne peuvent pas avoir les mêmes caractéristiques avec une autre population. Dans ce cas-là, les animaux domestiqués, si je reviens aux chiens par exemple, dans certains ouvrages, on voit marqué Canis domesticus, donc une espèce différente de celle du loup Canis lupus. Mais je pense que tout le monde sait que le loup et le chien peuvent très bien se reproduire, que les chiens-loups les hybrides sont tout à fait fertiles. Donc là, dire que le chien est une espèce à part entière par rapport au loup, ben non, finalement, non. Hein. Je pense que pour les animaux domestiques, on ne peut pas les qualifier d'espèces dans le sens où on l'entend. L'idée là, c'est pas d'entrer d'un débat sur qu'est-ce qu'une espèce, comment la définir, donner la définition biologique de l'espèce ou une autre définition. Par contre, ce que tu soulèves comme problème est un vrai problème. Il se trouve que on a eu une réunion du conseil scientifique d'espèces juste avant le repas, et c'est très très court, parce qu'on n'avait pas beaucoup le temps, mais malgré tout, on a quand même soulevé ce problème. Et je vais te passer la parole, présente-toi et dis pourquoi on a soulevé ce problème. Donc François Bonhomme, généticien d'évolution et relecteur à Espèce. Donc effectivement, Espèce c'est très polysémique et d'une manière plus générale, on a affaire à un problème de segmentation. C'est-à-dire que quand on a une réalité qui est continue, en allant d'un pôle à un autre, de 1 jusqu'à 2, et qu'on se situe au milieu, eh bien, où est-ce qu'on met la rupture? Qu'est-ce qu'on appelle espèce? Alors, dans le cas du problème de l'espèce, on a clairement un problème de segmentation, mais pour d'autres réalités biologiques, on a ce même genre de problème. C'est-à-dire traduire avec des mots quelque chose donc des mots qui donnent une image de discontinuité, alors qu'on a des phénomènes qui sont plus ou moins continus. Et ça a une très grande importance, y compris réglementaire, législative, et sur notre imaginaire. Quand on dit que Néandertal est une espèce différente de Sapiens, eh bien on dit des choses qui sont peut-être pas vraies ou qui sont peut-être vraies. Quand on dit que le loup et le chien, on donne deux noms latins, c'est deux choses différentes. Et ça, c'est un gros problème, pas seulement pour la notion d'espèce, mais c'est comment on manipule toutes ces questions de segmentation. Ça se pose dans la vulgarisation de toutes les disciplines.
Et donc, c'est pas résolu. On est d'accord. Le fond de votre question, c'est y a-t-il des métaphores qui résistent autres que espèces? Et si on a un peu d'imagination, en général, on arrive à faire des remplacements. Il y a des métaphores qui méritent de disparaître purement et simplement. Par exemple, c'était très discuté dans l'histoire des sciences, la métaphore du programme génétique. On sait qu'il n'y a pas de programme et il n'y a pas à remplacer programme par autre chose. Il n'y a juste pas de programme, quoi. Donc, je ne vais pas faire un long discours là-dessus, on est pressé. Ça, c'est le genre de choses qui peuvent s'éliminer. Le gène contrôle telle fonction ou le gène contrôle tel caractère. On peut remplacer le verbe contrôler par impulser et c'est bon. On rentre dans une épistémologie plutôt propre. La stratégie, moi j'ai proposé dans beaucoup de textes disposition. En fait, ce qu'on commente, c'est juste une disposition. C'est les choses telles qu'elles sont, en fait. Et sans se les projeter dans le futur, on peut juste parler de disposition, mais ça gêne pas le public, ça gêne mes collègues de parler de disposition, parce que ce mot-là, ils ne l'ont jamais utilisé dans ce cadre-là. Voilà. Donc, pour répondre de manière optimiste à votre question, si on fait un effort de réflexion et qu'on est optimiste, on doit pouvoir... Le vocabulaire dont on dispose est suffisamment riche, on devrait pouvoir arriver à proposer des choses. Après, l'usage, c'est une autre affaire. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir à en généraliser l'usage. Mais en tout cas, on peut essayer. Vraiment dans une démarche de vulgarisation. Je recommande d'ailleurs ce que Marc-André a écrit sur la métaphore aussi dans Espèce. Parce qu'il y a eu un débat dans Espèce sur la métaphore. En fait... Moi, je pense que les métaphores, c'est comme... je vais enlever mon masque. Je pense que c'est comme la mimolette ou le vin de Bourgogne. Quand c'est jeune, c'est pas terrible, mais ça peut bien vieillir. Personne, quand on parle d'une feuille d'arbre, ne sent une ambiguïté avec la feuille sur laquelle on écrit. Quand on parle de relation hôte-parasite, l'hôte, c'est pas du tout quelqu'un, un aubergiste qui met le couvert pour ses clients. Là, la polysémie est bien inscrite et bien vécue. Par contre, au moment du provinement, c'est-à-dire au moment où un mot commence à acquérir un usage secondaire, c'est là que ça peut dérailler. Ça peut dérailler de deux façons. La première, c'est que des fois, il y a des abus. Et je prétends, et on l'a écrit, on le pense ensemble, Christine, dans Espèce, souvent, l'intelligence des plantes, là, ça déraille parce qu'en fait, c'est trop distant. C'est une opinion. Et il y a d'autres fois aussi où, et pour la stratégie, je serais d'un avis légèrement différent, mais on en a déjà discuté, on n'est pas d'accord. Bon, voilà. Et pour la stratégie, je pense qu'il y a une légère pertinence qui est de se dire, bah oui, finalement, la stratégie de l'homme est un cas particulier de quelque chose de plus général, et on utilise le mot pour l'homme en l'étendant dans son sens. C'est une façon de remettre l'homme dans la nature. Et d'avoir des grandes catégories de mécanismes dont l'homme incarne une partie. Mais revenons à l'aspect vulgarisation. Dans cette galaxie-là, où il y a des métaphores qui semblent pourries dès le début, d'autres qui peuvent se défendre ou se discuter, mais qui ont un réel programme scientifique, et puis ces vieilles métaphores qui sont tellement cuites et recuites que plus personne ne fait l'erreur d'essayer d'écrire, de prendre des notes sur une feuille de platane, dans cette galaxie-là, que faire en vulgarisation ? Et moi, je pense que le mot-clé dans la vulgarisation, c'est l'empathie. C'est de regarder à qui on parle, et ça, l'auditoire, il est variable, la personne est variable, et d'essayer de voir si l'utilisation d'un mot sera claire ou non. D'ailleurs, ça va au-delà même du cas de la métaphore. Et je pense qu'en fait, toute la question est là aussi. C'est à qui on parle. On ne peut pas parler de n'importe quoi avec n'importe qui, si je peux paraphraser. Alors oui, je ne sais pas que je veuille monopoliser le micro, mais il y a une métaphore justement qui est assez bien acceptée dans la communauté des évolutionnistes. C'est celle de la Reine Rouge, et vous allez voir où je veux en venir en termes de vulgarisation. La Reine Rouge, c'est l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, et il faut courir en permanence pour rester dans le paysage, et c'est utilisé par les évolutionnistes pour dire que l'adaptation, c'est pas quelque chose d'acquis, et qu'on est en permanence, on est soumis à des défis parasitaires de compétition, d'adaptation, et que si on veut tout simplement survivre, continuer à exister en tant qu'espèce, il faut qu'il y ait des changements adaptatifs constants. Et moi, ça m'amène à cette difficulté précisément que j'ai ressentie dès le jour où j'ai accepté de relire des articles pour Espèce,
qui était que dans cette revue, on se fait plaisir. Alors, on voit des belles adaptations, les décrits, et justement, si je suis encore, c'est parce qu'on ne fait pas que ça. Et le piège, me semble-t-il, c'est de dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, parce que l'orchidée ressemble à... Elle développe un faux bourdon, et puis un bourdon qui vient la polliniser. Ma brave dame, tout se passe très bien, comme c'est beau, comme c'est joli. Or, et ça, quand on a fait un peu de paléontologie, on sait que quand on regarde le temps profond, la chose la plus probable qui puisse arriver à une espèce, c'est de s'éteindre, n'est-ce pas? Donc, dire que finalement, oui, certes, une espèce est adaptée, on le constate, elle est adaptée à son environnement au moment où on le regarde, mais que c'est jamais acquis et que ça peut être très fragile et que de toute façon, ça ne va pas durer, parce que c'est ça que nous enseigne le passé, je trouve ça extrêmement important et plein de leçons. Et c'est un peu un des pièges de la vulgarisation avec des choses trop belles ou qui fonctionnent trop bien. Voilà, elles fonctionnent, mais rien n'est acquis. Et la métaphore de la Reine Rouge, au fond, elle est acceptée par beaucoup et facilement acceptable. Voilà. Christine Morier, ex-directrice de parc zoologique à la retraite. Moi, c'est plus une remarque assez pessimiste. Je voudrais revenir sur ce que tu as évoqué, Guillaume, sur la transposition de notre vision du monde sur la nature. Moi, ce que je ressens, bon, j'ai fait des années de vulgarisation, j'ai tenté dans les parcs zoologiques qui sont très visités par des gens pas toujours convaincus. C'est le problème actuel de l'évolution des mentalités de la société qui semble en fait à contre-courant de l'évolution de la qualité de la vulgarisation. Par exemple, le problème de l'affect. L'affect vis-à-vis des animaux augmente de façon ascensionnelle. Et c'est un véritable problème parce que il y a effectivement une irrationalité et une projection totale de notre vision, l'anthropomorphisme est vraiment en augmentation. De même, l'irrationnel, on l'a vu par rapport au vaccin, le côté totalement borné où finalement les arguments ne marchent pas, les bases sont refusées. Et c'est comme s'il y avait une fracture qui s'instaurait actuellement dans la société. Une imperméabilité, enfin moi je le ressens très fort, une imperméabilité par rapport, qui semble d'ailleurs en contraste avec effectivement la qualité, tous les outils, les revues, les émissions, bon, que ce soit de Espèce ou à France Culture, enfin tout est là pour donner tous les arguments. Tout le monde sait. Tout le monde peut savoir pourquoi, pourquoi on en est là, pourquoi ce sentiment d'échec. Moi, je ne sais pas si d'autres le ressentent, mais on a l'impression quand même de réattaquer la falaise tout le temps, et que comment les chercheurs peuvent justement essayer de déverrouiller, par quels moyens on peut essayer de déverrouiller cette fermeture. Moi, je le vis comme une fermeture, comme un affect outrancier. Et c'est un vrai problème actuellement. Moi, j'ai l'impression que ça ne marche pas bien. Voilà. Je suis pessimiste, mais... J'aurais tendance à dire qu'on vit dans un pays où les connaissances scientifiques ne sont pas considérées comme faisant partie de la culture. On peut se prétendre cultiver sans avoir les moindres bases de sciences. Et c'est un des gros problèmes. Il n'y a pas de... la France, c'est un pays où la science est totalement dévalorisée, à mon avis. Oui, il n'y a rien qu'à voir le changement des programmes qu'a fait le ministre de l'Éducation dénommé Blanquer. Il n'y a plus d'enseignement des sciences de SVT. Maintenant, c'est le domaine, les sciences, voilà, avec un petit peu de SVT, un petit peu de maths, un petit peu de physique-chimie, mais ce sont les sciences, voilà. Et alors, en ce qui concerne le cas précis de la France, c'est double punition pour les sciences naturelles.
Parce que par rapport à la culture anglo-saxonne, l'intérêt pour la nature, l'intérêt culturel est très très faible. Tout à fait. Marc Giraud, ici présent, connaît très bien Valérie Chansigo, une amie commune, historienne de l'environnement, qui a écrit un livre entier là-dessus pour montrer qu'en fait, la culture française s'est un peu forgée contre la nature au XIXe siècle, donc ça ne facilite pas les choses quand on veut vulgariser en sciences naturelles. Mais il y a quelque chose de plus profond qu'on retrouve aussi dans les pays anglo-saxons, dans cette idée que la science, ce n'est pas de la culture. Il y a longtemps de ça, il y a 60 ans, il y a un chimiste qui s'appelait Snow, qui était également romancier, un Anglais, qui a donné une conférence et écrit un livre, Les deux cultures. Et il dit, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça si nos dirigeants ne savent rien de la nature, de la physique, du monde de la réalité physique et biologique, on va droit dans le mur. Bon, bah voilà, c'était il y a 60 ans. Et pour l'instant, on n'a toujours pas réconcilié ces deux cultures qui sont vécues par beaucoup comme hétérogènes. Et c'est vrai qu'on voit dans beaucoup de milieux de bons niveaux socio-éducatifs, comme diraient les sociologues, des gens qui seraient choqués par le fait qu'on n'ait pas certains éléments de base de connaissances historiques et qui ne sont pas choqués par le fait de croire pour eux-mêmes, je cite des exemples vécus, que le granit qu'on trouve en Bretagne, il est radioactif, donc c'est dangereux comme une centrale nucléaire, ou que l'évolution, oui, mais c'est peut-être un peu surfait, il y a peut-être une direction dans tout ça, alors même qu'on est agnostique. Bon, là, c'est vraiment un problème. Et une réponse pessimiste et quand même un petit peu d'optimisme pour Christine. Le pessimisme, ça serait plutôt, il viendrait de ce que décrivent plusieurs sociologues qui s'intéressent à la crédulité et qui, en très peu de mots, expliquent que nos modalités de navigation sur la toile nous renforcent dans un biais cognitif classique qui est le biais de confirmation, que depuis qu'elle existe, la toile qu'on croyait pouvoir générer un village planétaire a en réalité généré un archipel de crédulité. Et les connaissances ne sont pas partagées sur la toile, elles semblent se retrancher en groupe, en noyaux. Et donc, en fait, c'est la métaphore de l'archipel. Et que donc, on en arrive à voir de plus en plus de gens qui croient à l'incroyable, pour reprendre une formule d'un des titres d'une thèse d'une des élèves de Gérald Bronner. Croire à l'incroyable. As-tu vu cet article dans Le Monde qui relatait ce groupe de personnes qui croient que la Finlande n'existe pas? Les Finnois sont très vexés. Il y a une carte de l'Europe du Nord avec la mer Baltique qui recouvre la Finlande. Et en fait, la Finlande n'existe pas. On reconstitue toute l'histoire en disant « mais tout ça, c'est du pipeau. La Finlande n'existe pas ». Croire à l'incroyable, en effet. Donc, face à ça, oui, je comprends ton désarroi et je me dis, il y a des raisons, mon voisin de droite serait mieux placé que moi pour en parler, il y a des raisons certainement sociales, cognitives et économiques qui font que les gens se regroupent autour de croyances parce que, justement, il y a un processus de valorisation de soi qui doit être en jeu, ou le sentiment d'appartenance à un groupe au sein duquel on se sent bien. Alors que le bien public, c'est quelque chose d'abstrait. Le bien public, c'est loin. Le logo institutionnel, c'est loin, voire même c'est douteux. Plus c'est institutionnel, plus on en doute, parce que justement, ceux qui sont aux commandes, ils sont pas fiables, c'est tous pourris. Enfin voilà. Bon. Et donc, on en vient à un paradoxe que les instances qui sont censées garantir le bien public et la connaissance en tant que bien public et les diplômes en tant que bien public sont plus l'objet de doute et l'objet de discrédit que le voisin de palier ou que le voisin de réseau. Il y a de l'entre-soi là-dedans. Hein. Donc on n'est peut-être pas fait pour vivre à 60 millions, j'en sais rien. On est peut-être fait pour vivre à 10 000 ou à 2 000, j'en sais rien. Enfin bref, la taille d'un village, quoi. Le village planétaire, c'est un archipel en fait. Donc ça, c'est pour le pessimisme, mais ça n'a rien à voir avec les arguments rationnels de ce que tu auras à expliquer aux gens. C'est là que je suis encore plus pessimiste, c'est qu'on a beau faire espèce, il arrive un moment lorsque les déterminants sont socio-économiques et politiques, l'idéologie est plus forte que l'explication rationnelle que tu vas apporter. Il faudrait que les gens aient l'esprit ouvert pour accepter ou d'écouter ce que tu as à leur dire. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose à faire, je crois, face à ces phénomènes en tant que scientifique vulgarisateur. En tant que citoyen, il y a peut-être des choses à faire, mais en tant que scientifique vulgarisateur, je ne vois pas faire autre chose que continuer à vulgariser pour cette proportion de mes concitoyens et plus large d'ailleurs, et pour cette proportion de l'humanité qui veut bien utiliser le doute raisonnable et les outils de base du raisonnement scientifique.
Personne ne l'y oblige, hein, mais s'il veut bien, c'est potentiellement bon pour lui. Voilà. Je vais aller dans le même sens, hein, Chapoutier, pour répondre à cette question. François Jacob avait dit « l'homme a autant besoin de rêve que de réalité ». Donc dans l'esprit humain, il y a un besoin d'évasion vers quelque chose. Ça peut être une évasion qui ne pose pas de problème à la science. Par exemple, si j'aime bien la poésie surréaliste, c'est magnifique. J'adore personnellement la poésie surréaliste. Je ne mets pas en cause les données scientifiques. Mais ça peut aboutir à des choses, l'astrologie et tant d'autres choses, qui mettent en cause la science. Ce qu'évoquait Madame tout à l'heure, bien sûr. Et là, je crois que je dirais comme mes collègues, il faut davantage développer l'éducation scientifique. Tout ça, c'est au niveau de l'éducation des jeunes que ça se passe. Hein. Et la revue Espèce contribue largement à ça aussi. Alors, on n'aura pas gain de cause tout de suite, mais si on développe l'éducation scientifique de base dans les collèges et dans les lycées, je pense qu'on aura fait un grand pas en avant. Alors, juste un petit mot sur justement Espèce et les collèges et lycées. J'ai une collègue prof de SVT, qui depuis que Espèce existe, donc dès le premier numéro, a abonné son lycée à Espèce et en parle régulièrement à ses élèves. Hein, voilà. Donc pour rajouter une note d'optimisme, je dirais que effectivement, je pense qu'on n'attaque pas assez le jeune public. Les adultes sont cristallisés dans leur savoir. La difficulté n'est pas ce que les gens ne savent pas en biologie, c'est ce qu'ils savent ou ce qu'ils croient savoir. Et moi, en tant que vulgarisateur scientifique, je travaille énormément avec des jeunes publics. Et des fois, il m'est arrivé par exemple, lors de journées de la science qui recommenceront, je crois, dans 2 semaines, de rencontrer du très jeune public, c'est-à-dire maternelle, début d'école primaire, avec les encadrants qui disent « Moi alors, vous allez avoir des classes de très jeunes, difficiles à canaliser, ne faites pas trop compliqué, mais en fait, si... » Avec des enfants, on peut faire compliqué. Les enfants comprennent la classification. Les enfants, quand on leur dit les oiseaux, c'est des dinosaures, ils disent ah bon, ah mais pourquoi? Un adulte va dire non, mais non, arrêtez, on voit bien la différence. Pas les enfants. On explique simplement à des enfants de 6 ans ce que sont des vertébrés. Ils le comprennent, ils commencent en maternelle. Ah oui, là c'est dur. Ah oui, effectivement. Ah là c'est mou, il n'y a pas d'os. En avançant, on comprend, Guillaume le disait, les collégiens adorent les énigmes policières. Mais les plus jeunes aussi, ils adorent la réflexion, l'analyse. Et je pense que là, on a beaucoup de pessimisme pour le public en général. On peut en avoir pour le jeune public. On voit, on va dire, beaucoup de retours sur leur capacité en maths, en français. Il paraît qu'il y a 30 ans, ils étaient beaucoup plus performants, mais je vous assure qu'ils sont tout aussi émerveillés aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Ils sont tout aussi avides de connaissances, et c'est là qu'on doit travailler. La vulgarisation scientifique, c'est avec eux qu'on doit la faire. Non, mais par contre, effectivement, ce que tu disais sur la démarche, moi je l'observais quand j'ai commencé en archéologie. On s'apercevait en fait quand on donnait les résultats, on fouillait sur des chantiers de proto-histoire, donc qui sont pas du tout visuels. Hein, c'est un champ, un décapage du sable avec les fameux trous de poteaux que connaît bien Yolène Maigret qui transmet le micro aussi. Et on s'apercevait qu'en donnant le résultat, en disant là il y avait un village, il était comme ça et comme ça, souvent les gens ont beaucoup de bon sens, ils vous disent mais il n'y a rien là. Comment vous pouvez savoir si l'élévation était telle? J'imagine qu'en paléontologie, c'est un peu le même principe. Par contre, effectivement, en les attirant par la démarche, comment on en arrive à cette conclusion et toute la façon, un peu ce que tu disais, de tirer la ficelle et essayer d'expliquer comment, l'espèce d'enquête policière qui peut être la science, là, il y a un intérêt et il y a une crédibilité qui fait, ah oui, d'accord, bon, c'est probablement comme ça, mais ils n'aiment pas trop, effectivement, qu'on leur assène le résultat des hypothèses. Donc, bon. J'aurais bien voulu quand même vous connaître vos pires expériences avec des journalistes. J'ai déjà parlé du plus gros dinosaure jamais découvert.
Non, parce qu'il faut savoir, effectivement, il y a un tel décalage entre la presse. En fait, le problème, c'est qu'il y a un problème de fond, c'est que pour vendre du papier, il faut aller dans le sens, quelque chose que Bronner appelle les pentes naturelles de notre esprit, c'est-à-dire de réfléchir le moins possible, soit avoir du plaisir, ou avoir peur, ou que ce soit beau, ou que ce soit un peu comme nous. Donc c'est pour ça que souvent je plaisante dans l'espèce en disant... on n'a pas encore mis de pandas, de gentils dauphins en couverture, etc. Mais pour vendre, vraiment, si enfin, en tout cas, l'espèce, il va à l'encontre du modèle économique de la presse. C'est-à-dire que pour vendre, il faut faire plaisir ou peur. Et là, vous vendez. Donc c'est pour ça que... Après, on dit beaucoup de mal du journalisme, ils sont souvent soumis à une rédaction qui leur oblige à faire des trucs... Enfin bref, mais effectivement, le plus gros, le plus beau, le plus terrifiant, c'est ça qui vend. En paléontologie, c'est ça le drame, c'est que les questions sérieuses n'ont aucun intérêt, quoi. Ce qui est intéressant, c'est le record, c'est ça, quoi. C'est le plus vieux, le plus gros, le plus moche, le plus méchant, mais la signification scientifique, aucun intérêt. Et Eric, il faut qu'on regarde dans notre propre camp aussi les grandes revues vitrines scientifiques dans lesquelles les équipes elles-mêmes publient, jouent aussi à ce jeu-là. Je prendrai un exemple, tu le connais bien en paléontologie. La première page, une page magnifique, très belle illustration, un vertébré, alors c'était du Trias, un dicynodonte. Je me suis trouvé en Pologne en janvier 2019, enfin publication janvier 2019. Ses proches parents, on en connaît plein. C'était pas un animal spécialement nouveau. Ses proches parents, on les connaissait. Seulement voilà, ses proches parents, ils étaient gros comme un clébard. Alors que là, le bestiau qui avait été trouvé en Pologne, c'était en gros le même, mais gros comme un éléphant. Et alors, j'ai oublié le nom du taxon. Je vois ce que c'est, mais je me souviens pas non plus. Oui. Bon, c'est un nom à base. Marc-André est parti. Bon, c'est un nom à base de polonais, donc c'est dur à dire. Bref. Et donc, en fait, ça a fait la une de Nature. Et quand on lit le papier, alors le fossile est spectaculaire, c'est vrai. Et la question, c'est mais il y avait quand même des bestioles gros comme des éléphants ou Trias. Oh là là. Le biais de la taille, tu connais bien, tu as travaillé là-dessus, qui est un biais cognitif bien connu. Et qui marque même les communautés scientifiques, puisqu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui s'occupent de vertébrés en zoologie, tu le sais, professionnellement, que des prétendus invertébrés. Et alors, c'est quelqu'un qui n'a pas toujours bonne presse dans la communauté des sciences naturelles, Edward Wilson, le créateur de la sociobiologie, qui disait « Pour moi, l'essentiel de la zoologie, c'est les prétendus invertébrés. On a besoin de gens qui travaillent là-dessus. Il y en a marre des vertébrés. » Oui, mais ils sont victimes, les gens qui ne travaillent pas sur les invertébrés, du biais de taille. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une responsabilité de certaines revues scientifiques qui n'aurait jamais fait la... Oui, pardon, je finis, mais si le bestiau en question avait eu la taille de ses petits cousins, jamais ça aurait fait la une de Nature. C'est juste ça que je voulais dire. Absolument pas, bien sûr. Alors, pour rester dans les pires expériences avec les journalistes, quand on travaille un peu sur les dinosaures, c'est le cousin du T-Rex. Alors le cousin, n'importe quel dinosaure qu'on trouve en France et en Navarre, il est qualifié de cousin du T-Rex. Alors je prononce T-Rex volontairement, évidemment, qu'on devrait prononcer bien sûr T-Rex si on parlait français correctement, mais tous les dinosaures maintenant sont le cousin du T-Rex. Ils peuvent être tout ce qu'on veut, du Trias, du Crétacé, du Jurassique, herbivore, carnivore, gros, petit, c'est toujours un cousin du T-Rex depuis quelques années. Je précise que l'arbre du vivant est unique. Donc, toute espèce, de près ou de loin, est cousin du T-Rex. Ça m'est arrivé de leur faire remarquer qu'eux-mêmes étaient cousins du T-Rex. Hein, On a eu sur la compréhension le dernier buzz qu'on a eu en Corse avec le chat de Corse. Je m'étais fait un papier. Alors c'est marrant parce qu'en plus il y a l'idéologie un peu de clocher. Je dis clocher pour pas dire nationaliste en Corse, quoi. C'est-à-dire que je pense que ça avait été un hérisson derrière. Alors ils ont identifié une nouvelle espèce de chauve-souris il y a pas très longtemps en Corse, qui est une espèce endémique dont personne n'a entendu parler. Mais alors le chat. Alors c'est génial parce que ça a été une histoire. Donc on a découvert. Alors les réactions, je me souviens sur Interdex, etc. C'est on a découvert une nouvelle espèce de chat sauvage, de chat qui n'a pas été soumis à la colonisation française.
Non mais c'est drôle, mais il y a tout se mêle quoi. Donc c'est un chat en plus, c'est génial. Et en plus il est sauvage, c'est-à-dire qu'il n'a pas été effectivement domestiqué quoi. Donc alors cette histoire elle traîne depuis très longtemps. Alors c'est drôle parce qu'il y avait quand même des commentaires de gens de Corse, de montagne qui fait bah oui, on est au courant qu'il y a un chat, tout le monde le sait. Puis au fait. C'est une histoire assez compliquée. Bah, effectivement, Jean-Denis Vigne avait travaillé dessus. En fait, on ne sait pas du tout si c'est probablement, enfin, c'est forcément un chat à arrêt, mais depuis quand depuis l'Antiquité est-ce qu'il a vraiment créé des populations sauvages ou bien c'est plusieurs générations de chats à arrêt, enfin, etc. Mais pour expliquer ça aux gens, nouvelle espèce, c'est quand même un truc super pour vendre du papier. Hein. Même, alors c'est parti d'une dépêche AFP, ça a fait le tour du monde. Quoi. Et là, ils ont encore ressorti au congrès de l'UICN. Ils ont sorti un documentaire sur le fameux chat de Corse. On attend toujours les années génétiques, donc on ne sait pas du tout dans quel domaine. Et ça ne dérange personne, quoi. Parce que le chat de Corse. Les photos de chats sur Internet, ça marche bien, tu sais, comme tout. Et ça, c'est vrai que c'est difficile d'expliquer. En plus, comme il y a de l'idéologie, de l'esprit de clocher qui se mêle là-dessus, c'est terrible, quoi. Donc on ne peut pas lutter. On a intitulé le journal Espèce, mais il faut quand même dire que nous avons culturellement une attitude particulière à l'égard de ce rang taxonomique qu'on appelle l'espèce. On en parlait ce matin. François en a dit 2 mots tout à l'heure sur les implications éventuellement même politiques, oniriques, même culturelles, imaginaires de ce que c'est qu'une espèce. Je relèverai ce que tu dis à propos du chat en Corse avec ce qui s'est passé au sujet du brochet dans le sud-ouest de la France. Ça faisait longtemps que les pêcheurs pêchaient le brochet de l'Adour. Il avait quelques spécificités de forme, il fallait bien se pencher pour regarder. Hein. Pendant la période de reproduction, la livrée nuptiale du mâle était un petit peu différente de celle du brochet habituel, enfin celui qu'on voit ailleurs en France, le Esox lucius. Et puis il y a une relation entre la taille du museau et la taille du crâne qui est un petit peu différente. Mais franchement, bon, ce sont des caractères très très fins. La génétique se penche sur les brochets en Europe et on découvre que ce brochet de l'Adour, et il est aussi présent dans le bassin de la Garonne un petit peu, en fait il est très très éloigné génétiquement du reste des brochets. Et donc ils ont, compte tenu d'un certain nombre de métriques, ils ont élevé ce brochet de l'Adour qu'on croyait être une population locale, que tout le monde connaissait déjà. Ça a été élevé au rang d'espèce. Et là, vague médiatique incroyable, même chose, enflammement médiatique, une nouvelle espèce de brochet en France, et voilà tous les pêcheurs qui sont prêts à partir avec leur canne à pêche, où il est, parce que le brochet, hein, c'est quand même une belle prise. Et donc un emballement médiatique pour un animal que tout le monde connaissait précédemment, mais sur lequel on n'avait pas posé le nom d'espèce, en fait. Et donc il y a vraiment une symbolique particulière par rapport à l'espèce, oui. Alors une dernière petite question et on fera une petite pause. Bonjour, merci beaucoup. Donc Mathias Collin, je suis étudiant à l'agro et lecteur donc, et j'avais une question donc par rapport au fait que dans la vulgarisation scientifique, donc là par exemple dans l'espèce, l'illustration est très développée et je me demandais si c'était, ma question c'est est-ce que la dynamique au niveau vraiment scientifique, donc pour la représentation dans les publications très techniques entre guillemets, est-ce que ça suit aussi? Parce que j'avais l'impression qu'au muséum par exemple les postes d'illustrateurs scientifiques vraiment très techniques étaient plutôt à la baisse, donc c'était pour savoir un peu ce qu'il en était. Je ne suis pas sûre d'avoir tout entendu en fait. Votre question c'est est-ce que oui, il y a beaucoup d'illustrations dans l'espace, effectivement c'est un peu un choix qui est un peu décalé par rapport à d'autres vues de vulgarisation scientifique comme pour la science où il y a souvent des belles infographies mais pas autant chargées en images. Et alors la fin de votre question c'était quoi? C'était sur le... C'était dans le monde scientifique vraiment dans les publications techniques. Est-ce que c'est pas plutôt à la baisse au contraire de la vulgarisation où vraiment on se sert beaucoup de l'illustration? Est-ce que dans les grandes revues etc. ou pour l'illustration des caractères précis, est-ce que c'est pas le contraire finalement? C'est une question pour les scientifiques. C'est une question intéressante. Je n'avais pas trop pensé à ça, mais à certains égards, dans mon domaine, comme la paléontologie par exemple, je ne suis pas certain que l'illustration scientifique ait fait beaucoup de progrès par rapport à ce qu'elle était au XIXe siècle. On pourrait peut-être même penser le contraire, hein, pour la qualité et la quantité d'illustrations. Quand on voit des monographies paléontologiques du XIXe siècle, il y a des planches absolument fantastiques, des lithographies vraiment prodigieuses de qualité et de détail. Et je n'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup progressé
dans ce domaine. Alors, c'est pas forcément le cas de toutes les disciplines scientifiques, mais c'est un point que je trouve intéressant. Ouais, j'ai l'impression que dans des disciplines où l'illustration est importante, un peu comme la paléontologie, effectivement, sur le plan qualitatif, ça n'a pas fait vraiment des progrès, mais sur le plan quantitatif, en raison de certaines revues qui sont des revues en ligne, maintenant, ça ne coûte plus rien, d'une certaine façon, parce qu'il n'y a pas de version papier. Donc, elles autorisent une illustration abondante, alors qu'avant, c'était impossible. Positif et récent, effectivement. C'est très récent. Tout à fait d'accord avec toi. Il y a des papiers de paléontologie dans des revues comme Peergy et compagnie, où il y a 50 pages, 80 pages, alors qu'il y a 5 ans, c'était pas possible. Ça coûtait trop cher. En plus, effectivement, on commence à aborder des sujets qui vont vraiment pouvoir être traités dans votre table ronde. Je pense qu'il faut mieux qu'on s'arrête parce que là, j'ai le timing qui déroule et je ne sais pas si, de toute façon, tu pourras... Ok. Merci. Michel Joly, moi je suis biogéographe en Normandie et je remarque deux choses. Je voudrais d'abord... on parle beaucoup des vertébrés. Or, en fait, qu'on soit dans une forêt, dans un champ, dans une ville ou dans un désert ou même aux abords des pôles, ce ne sont pas les vertébrés qui sont majoritaires en nombre d'espèces et en nombre d'individus, déjà. Et la deuxième chose que je voulais évoquer, c'était la révolte des botanistes de Haute-Normandie, parce que nous avions une biscutelle, c'est une crucifère, Biscutella neustriaca, qui était une endémique seule au monde jusqu'à présent sur les bords de la Seine. Et dans la dernière le gros somme qui s'appelle Flora Gallica, à laquelle d'ailleurs ont travaillé des botanistes normands également, eh bien cette biscutelle est rangée au rang d'une même de simplement la biscutelle levigata qu'on trouve dans les Alpes et un peu partout. Et donc il y a une révolte là en termes justement, comme pour le brochet, de définition d'espèces et de recherche peut-être davantage sur les caractéristiques qui sont des fois très difficiles. Je pensais en particulier au genre Veronica, où là on a des difficultés très très grandes à distinguer certaines espèces très très proches les unes des autres. Tout ce qui est aspect illustration, qui fait justement un lien entre les besoins de la science pour avoir des illustrations qui sont correctes et qui sont indispensables. Je sais qu'en archéo, en paléontologie, l'illustration, enfin, en tout cas le dessin technique a jamais été remplacé par la photo, qui est beaucoup moins évidente. Donc il y a un lien à faire, je pense, à partir de la deuxième thèse. On va s'arrêter, je suis désolée, mais sinon on n'aura pas le temps de faire parler tout le monde, etc. Et on voudrait de faire notre petite pause. Mais de toute façon, si vous avez d'autres questions, il reste à votre disposition, j'espère.